réagir, mais je suis d'accord avec lui. Alors, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit, et je trouve qu'il est fondamental que vous ayez fait ce travail sur la déportation. C'est-à-dire que quelque chose qui était une espèce de grosse masse dont tout le monde parlait, mais qui n'avait pas été analysé, ou qui n'avait pas été brisé en ses diverses composantes, vous l'avez fait, et c'est vraiment, vraiment très important. Je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur l'importance de la France dans le système allemand. À savoir, il y a 40 millions de Français qui sont derrière la ligne de front. Pour les Allemands, c'est fondamental que ça se passe bien. Ces 40 millions de Français, le cauchemar des Allemands, c'est que ces 40 millions de Français commencent à bouger. Et là, c'est le lien entre Berlin et les lignes de front qui est complètement... D'où l'importance de réprimer la résistance, mais aussi l'importance de négocier avec Pétain, l'importance de protéger Pétain et le vichisme. Enfin, il y a toute une série d'enjeux, vous avez absolument raison. Il y a deux petits points, mais vraiment un petit point, et je sais très bien dans quel esprit vous l'avez dit, que je voudrais soulever. Un train de déportation est un train de déportation. Vous avez très bien dit que les uns sont déportés vers la mort, les autres sont déportés vers... Le train lui-même n'est pas tout à fait le même train. Et le voyage n'est pas tout à fait le même voyage. Dans un train de résistants, dans les wagons plombés, on sait comment s'asseoir pour essayer pour que le trajet soit le moins douloureux possible. À savoir, on s'organise pour mettre, je sais pas, enfin pour s'asseoir les uns près des autres. Dans un wagon où il y a des gosses, des vieux, des malades, des gens qui hurlent dans tous les coins, on ne s'organise pas. Le trajet vers le nord est un trajet absolument effroyable. Le trajet des résistants est un trajet où subsiste une capacité de s'organiser. Et un deuxième point que je voudrais mentionner, on vient d'inaugurer à Paris, il y a 2 ou 3 mois, une place Jacques et Mireille Renouvin. Alors, c'est quelque chose de très important. Jacques Renouvin est le type même du camelot du roi de l'Action française, violent, 6 février 1934, antisémite, anticommuniste, antilibéral, antiparlementaire, mais il est aussi anti-allemand. Et ça fera de lui un grand résistant, puisqu'il sera le chef des corps francs du plus grand mouvement de la résistance française, qui est Combat, hein, où Jacques Renouvin se balade pour former les corps francs. Les corps francs, c'est les commandos, les groupes armés, si vous voulez. Il se balade avec sa petite valise, où il y a une petite bombe pour montrer comment ça fonctionne, et au-dessus il y a sa chemise, et au-dessus il y a... Bon, et il se balade d'un point à l'autre pour former les corps francs. Jacques Renouvin est déporté en tant que résistant. Il est déporté avec Edmond Michelet, et c'est Michelet qui racontera, parce que Michelet survivra, Jacques Renouvin ne survivra pas. Quand ils arrivent dans un camp intermédiaire, on fait descendre tous les... C'est un camp, j'ai oublié le nom. On prend 2 jeunes juifs qui sont dans le groupe, et on commence à les torturer devant les autres internés. Ce sont 2 jeunes juifs qui faisaient partie des commandos qu'organisait Jacques Renouvin. Et Jacques Renouvin dit à Michelet, c'est Michelet qui racontera ça après la guerre, bien entendu, il dit à Michelet, je ne peux pas rester là, moi je suis dans le rang, ils sont en train de torturer 2 qui étaient des types à moi, faut que j'aille les rejoindre, faut que j'intervienne. Et Michelet lui dit, on imagine la scène, fais pas le con, parce que si tu y vas, ils vont te tuer aussi tout de suite. Je raconte ça pour 2 raisons. D'abord, évoquer sa mémoire, et d'autre part, rappeler et montrer que même quand ils étaient résistants, les Juifs étaient traités de manière différente que les autres résistants. À savoir, les 2 petits jeunes ont été sortis du rang, torturés spécialement parce qu'ils étaient Juifs. Et donc, mais ceci dit, Thomas, je sais très bien que vous le savez, je voulais juste préciser. Ah non, mais alors pour rebondir tout de suite sur ce deuxième point, là, non seulement je souscris tout à fait, et je me prolonge, c'est-à-dire que je vous donnais l'exemple tout de suite d'Olga Manchik ou des communistes qui du coup
dans les camps notamment, où, parce qu'on les envoie plus au Mont Valérien que les autres, sont davantage réprimés et davantage du coup exécutés, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est du fait du facteur idéologique. Et il y a deux ennemis principaux dans l'idéologie nazie, c'est le communiste et le juif. Et alors des exemples comme ceux que vous venez de rappeler chez les juifs résistants, il y en a énormément. Moi j'étais très ami avec Serge Choumoff, noté comme juif lors de son arrestation, un tout petit résistant. Il disait lui-même, il était jeune électricien, il commençait sa carrière, il a une vingtaine d'années, il a fourni des lampes pour un groupe de la résistance communiste. Il a arrêté, le groupe est démantelé. Voilà. Sur son dossier au fort de Romainville, d'où il part en déportation, il est noté communiste et juif, et résistant. Mal parti. Grâce à un de ses amis de Romainville qui avait été déporté avant, un cadre d'un groupe communiste qui se retrouve au bureau d'administration à son arrivée à Mauthausen, il prend une gomme et il efface la notion et la mention de juif. Un des grands amis de Serge Choumoff à Romainville, c'est Serge Rosenauer, communiste, résistant et juif. Lui, on ne lui a pas enlevé sa mention. Il est mort 15 jours plus tard. Il n'a cessé d'être tabassé au camp de Mauthausen. Et lorsqu'on regarde sur ce petit convoi de NN, de résistants, il y a 3 juifs. Et les 3 juifs meurent dans les 2 mois à Mauthausen. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a évidemment pas de hasard. Lorsque vous regardez la mortalité des juifs qui n'ont pas été déportés dans les convois de la solution finale du génocide, mais déportés dans des convois de résistants, leur surmortalité dans les camps est évidente. Et chez les communistes, de la même façon. Pourquoi les communistes, on dit toujours que le camp des communistes c'est Buchenwald? En nombre, oui, mais le camp des communistes c'est Mauthausen. Et le camp de Mauthausen, ça va vous paraître des différences, mais qui doivent passer. D'ailleurs, plein d'historiens ne considèrent pas que cette directive ait été appliquée, mais les camps de concentration étaient classés en 3 catégories. Voilà, en théorie. Ça, c'est une directive d'Heinrich de 1941, janvier 1941. On dit toujours que ça n'a jamais été appliqué. Ben, évidemment que ça n'a pas été appliqué. Quand on regarde les conditions à Mauthausen, qui est le camp soi-disant pire, le camp de la catégorie 3, alors que Sachsenhausen est le camp de la catégorie 1, Buchenwald 2, vous avez des morts et des taux de mortalité qui, selon les mois, les conditions oscillent, mais globalement, la moitié de la population de chaque camp de concentration décède. Là, on est dans le camouflage, comme on l'a souvent écrit. On est dans le camouflage nazi pour donner un semblant de théorie et justification à leurs actes. Ben non. Le camp 3, c'est le camp des irrécupérables. Les irrécupérables, on en voit beaucoup plus les juifs et surtout les communistes, puisque les juifs sont extraits des camps d'internement et placés dans les combats de la solution finale. D'ailleurs, moi, c'est une question qui me travaille encore. J'essaye de regarder les circuits. Quand un juif est arrêté, est-ce qu'il est plus juif ou plus résistant? Ça vous paraît des questions comme ça. Henri Krasucki, résistant communiste, juif, est déporté pas depuis Compiègne, ou pas comme Rosenauer et Choumoff dont je viens de vous parler. Il n'est pas déporté comme résistant, il est déporté comme juif. Voilà, il part de Nancy. Alors que d'autres partent à Dachau. Mais, et c'est ce qu'on vient de dire, leur taux, leur chance de survie à l'arrivée dans les camps de concentration est véritablement moindre que les autres. Et deuxième point sur l'organisation des convois, oui, évidemment, lorsqu'on a des convois et des wagons qui sont formés de résistants, qui viennent de passer des mois dans les prisons de Vichy ou les prisons allemandes, dans les camps d'internement ou dans les prisons. Je prends l'exemple des convois de janvier 1944, là il y a 5000 déportés qui partent de Compiègne en quelques semaines en 3 grands convois. Ils viennent d'être extraits des prisons, des centrales de Blois, de Chalon-sur-Marne, de Rennes, de Romainville, de Fresnes. Ils viennent de passer des mois et des mois au secret, pour certains même dans des cellules isolées. Évidemment que là, vous avez raison, je reprends votre terme, on sait s'organiser. Et évidemment, là, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas des gens malades qui ont été sous-nourris à Drancy pendant des semaines et des semaines. Donc là, évidemment, l'organisation, elle est plus facile. Mais lorsque vous avez, dans le convoi du 12 mai 1944, celui qui part de Compiègne vers Buchenwald, des gens qui viennent d'être raflés à Saint-Claude, dans le Jura, par Klaus Barbie, grand brave de représailles contre les maquis, qui commencent à se mettre en place dans l'Ain et dans le Haut-Jura. Barbie, il arrête les 15, 20, 30, 40 maquisards qui résistent, mais il arrête aussi 400 personnes autour, accusées d'avoir aidé les maquis.